Mon mari a exigé que je signe les papiers de divorce après 22 ans de mariage. J'ai trouvé quelqu'un qui me rend heureuse, dit-il froidement, évitant mon regard. Je les ai signés avec un sourire, même si mon cœur était brisé, mais il était loin de s'en douter. Je planifiais mon prochain coup depuis des mois. Avant de commencer, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de vous joindre à moi pour une autre histoire de justice rendue. Si vous vous êtes déjà senti sous-estimé ou invisible dans votre propre vie, vous vous reconnaîtrez dans le parcours de Samantha. Envisagez de vous abonner, c'est entièrement gratuit et cela nous aide à continuer à partager ces histoires puissantes de personnes qui refusent de rester victimes. Maintenant, plongeons dans le récit d'un mariage qui s'est effondré et d'une femme qui a repris son pouvoir. Cela a commencé par un reçu, un simple bout de papier qui a tout changé. Je faisais la lessive, quelque chose que j'avais fait fidèlement chaque dimanche pendant 22 ans, quand je l'ai trouvé glissé dans la poche de son costume, l'hôtel Le Grand Paris, une chambre pour deux, service de champagne, fraises. La date était notre anniversaire. Pendant que j'étais seul à la maison avec un plat à emporter et une bouteille de vin que j'avais acheté pour célébrer, Sébastien célébrait avec quelqu'un d'autre. J'aimerais pouvoir dire que je l'ai confronté immédiatement, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, j'ai remis le reçu là où je l'avais trouvé et j'ai continué à plier ses chemises de marque, celles que j'avais parfaitement repassées pendant plus de 2 décennies. C'est à ce moment-là que je l'ai remarqué, une légère odeur de parfum qui n'était pas la mienne, jasmin et vanille, luxuriant en rien qui ressemble à la subtile fragrance de rose que je portais depuis notre rencontre à l'université. Cette nuit-là, j'ai regardé Sébastien à travers la table du dîner, le regardant vérifier son téléphone toutes les quelques minutes, souriant à des messages qui n'étaient pas de moi. Je me suis demandé quand exactement j'étais devenu invisible. Était-ce graduel, comme le vieillissement, ou y avait-il eu un moment précis où il m'avait regardé et n'avait plus vu la femme qu'il avait juré d'aimer pour toujours ? Tout va bien avec le comte Durand, demandai-je nonchalamment, faisant référence à son plus gros client. Bien, répondit-il sans lever les yeux. Juste quelques détails que Sophie gère pour moi. Sophie est sa nouvelle assistante de direction, 29 ans, avec des cheveux parfaits et un diplôme d'une grande école de commerce. Je l'avais rencontrée à la fête de Noël de l'entreprise 6 mois plus tôt, j'avais remarqué comment elle riait à toutes les blagues de Sébastien, lui touchait le bras quand elle lui parlait. J'avais écarté mes inquiétudes comme de la paranoïa à l'époque. Maintenant, je me demandais si j'avais simplement été délibérément aveugle. Toute ma vie d'adulte avait été consacrée à Moro-Finance. Pendant que nous sortions ensemble en dernière année d'université, Sébastien avait partagé son rêve de créer son propre cabinet de conseil financier. Nous allons le construire ensemble, Sam, avait-il promis avec ce sourire charismatique qui faisait battre mon cœur. Ton diplôme en commerce et mes relations seront imparables. Et pendant un temps, nous l'avons été. J'avais reporté mes projets d'études supérieures pour l'aider à lancer l'entreprise. J'ai travaillé à ses côtés pendant ces 5 premières années, sans salaire bien sûr, parce que nous investissions dans notre avenir. J'ai élaboré des propositions avec des clients potentiels, suis resté debout tard pour examiner des contrats. Lorsque nous avons finalement pu nous permettre d'embaucher de vrais employés, je me suis gracieusement retiré dans le rôle d'épouse de soutien. Tu en as assez fait, m'avait assuré Sébastien. Concentre-toi maintenant sur la perfection de notre maison. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai organisé des dîners qui impressionnaient ses clients, j'ai rejoint les bons conseils d'administration caritatifs, je suis devenu l'épouse d'entreprise parfaite, toujours souriante, toujours agréable, toujours présente. Pendant ce temps, mes propres ambitions prenaient la poussière, comme le diplôme en commerce accroché dans mon bureau à domicile, un bureau que je n'avais pas correctement utilisé depuis des années. Quelque part en chemin, nous, est devenu son succès, son entreprise, sa réussite. La femme qui l'avait aidé à élaborer son premier plan d'affaires est devenue juste sa femme, et finalement juste un accessoire à exhiber lors des événements de l'entreprise. L'exclusion systématique s'est produite si graduellement que je l'ai à peine remarqué. D'abord, je n'ai plus été invité aux réunions stratégiques, puis Sébastien a cessé de discuter des nouveaux clients avec moi. À notre 15e anniversaire, il avait établi un compte professionnel séparé auquel je n'avais pas accès, juste pour simplifier les questions fiscales, avait-il expliqué. J'ai accepté chaque changement, chaque petite érosion de notre partenariat, avec la grâce que l'on attendait de moi. Il y a 3 ans, quelque chose a changé chez Sébastien. Les nuits tardives au bureau sont devenues plus fréquentes, les voyages d'affaires se sont multipliés. Il a installé un verrouillage par empreinte digitale, exigence de sécurité de l'entreprise, prétendait-il. Son téléphone n'était jamais laissé sans surveillance,
et il prenait des appels à voix basse sur notre patio arrière, mettant fin aux conversations abruptement quand je m'approchais. J'ai commencé à prêter attention aux détails, des relevés de cartes de crédit montrant des dîners pour deux dans des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble, un deuxième téléphone portable que j'ai découvert en cherchant des piles dans le tiroir de son bureau, des notifications de mails qui apparaissaient sur l'écran de son ordinateur portable provenant de comptes que je ne reconnaissais pas. Les chiffres non plus ne s'additionnaient pas, les revenus déclarés par Sébastien sur notre déclaration de revenus semblaient étrangement déconnectés de nos améliorations de style de vie, la maison de vacances dans les Alpes, le bateau, la collection de voitures anciennes. Quand j'ai nonchalamment posé une question sur un investissement particulier qui semblait sortir de nulle part, Sébastien m'a tapoté la main d'un air condescendant, « Ne t'inquiète pas de ces choses compliquées, ma jolie. Je m'en occupe. » Ce renvoi condescendant a éveillé quelque chose en moi. J'ai commencé à prêter une attention plus soutenue aux états financiers de l'entreprise qui passait occasionnellement par notre télécopieur à domicile. J'ai remarqué des écarts, de grosses sommes transitant par des sociétés écrans, des déductions douteuses, des revenus qui semblaient disparaître avant d'atteindre les rapports officiels. Pourtant, j'aurais pu continuer mes observations silencieuses indéfiniment, sans ce qui s'est passé le mois dernier. Sébastien avait oublié sa tablette à la maison, ou une négligence sans précédent pour un homme qui protégeait sa vie numérique avec tant de soin. La notification est apparue pendant que je dépoussiérais à proximité, réunion confirmée, l'hôtel Le Grand Paris, 20h ce soir. Je n'avais pas prévu de le suivre, mais 22 ans de doutes accumulés et de rejets m'ont poussé dans ma voiture ce soir-là. J'ai regardé d'en face tandis que Sébastien s'enregistrait, regardant nerveusement par-dessus son épaule. 30 minutes plus tard, Sophie est arrivée, portant une robe noire qui accentuait tout ce que j'avais perdu à cause de l'âge et de la résignation. Je ne les ai pas confrontés. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à la maison dans un silence parfait, un calme étrange s'installant en moi. La trahison faisait mal, bien sûr, mais la révélation était presque un soulagement. Maintenant, je comprenais, maintenant je pouvais voir clairement. Cette nuit-là, j'ai commencé mes recherches, non seulement sur leur liaison, mais sur les finances de l'entreprise. J'ai créé un compte email privé, j'ai photographié des documents, j'ai enregistré des conversations, j'ai contacté une vieille amie de l'université spécialisée en criminalistique financière. Pendant 3 mois, j'ai monté mon dossier tout en jouant le rôle de l'épouse inconsciente. Et quand Sébastien a finalement décidé de me jeter pour son modèle plus jeune, j'étais prête. J'ai signé ses papiers de divorce avec un sourire, non parce que j'étais forte, mais parce que je savais ce qui allait arriver. Le lendemain, son entreprise recevrait un tuyau anonyme concernant une fraude fiscale d'une valeur de 28 millions d'euros. La DGFiP ferait une descente dans son bureau dans les heures qui suivaient. Parfois, la vengeance ne rugit pas. Parfois, elle murmure, patiente et méticuleuse, amassant sa force dans l'ombre. Ce matin-là, avant que la DGFiP ne reçoive mes preuves soigneusement compilées, je me suis réveillé au son des chaussures italiennes coûteuses de Sébastien cliquetant sur notre foyer en marbre. Il disait être resté au bureau pendant 3 nuits, mais je savais mieux, l'hôtel Le Grand Paris gardait son numéro de carte de crédit. Maintenant, j'ai serré ma robe de chambre autour de moi et suis descendu les escaliers, le trouvant dans notre cuisine. Il n'était pas seul. Un homme mince avec des lunettes à monture fine était assis à notre îlot de cuisine, un porte-documents en cuir ouvert devant lui. « Samantha, » dit Sébastien, sa voix professionnelle et vide. « Voici Maître Duval, mon avocat. » Pas notre avocat, celui que nous avions utilisé pendant 22 ans. Son avocat. La distinction était intentionnelle, la première coupe de nombreuses à venir. J'ai hoché la tête poliment tout en mesurant le café moulu pour ma tasse du matin, maintenant la façade de normalité qui était devenue une seconde nature. L'un de vous voudrait-il du café? Nous n'avons pas le temps, répondit Sébastien sèchement. Il portait son costume de pouvoir, gris anthracite, fait sur mesure à Paris, celui qu'il gardait pour conclure d'importantes affaires. Comme il était approprié qu'il le porte pour clore notre mariage. Maître Duval s'éclaircit la gorge. Madame Moreau, nous avons des questions à discuter. Il tira un document de son porte-document et le fit glisser sur notre îlot de cuisine, l'endroit exact où, 19 ans plus tôt, nous avions sabré le champagne lorsque Sébastien avait décroché son premier contrat à 6 chiffres. J'avais ce soir-là préparé sa nourriture préférée et nous avions fait l'amour juste là, sur le comptoir, ivre de succès et de possibilités. Les papiers de divorce me fixaient, stériles et officiels. Sébastien ne croisa pas mon regard. J'ai été malheureux pendant un certain temps, Sam, commença-t-il,
récitant ce qui était clairement un discours répété. Ses mains ne s'agitaient pas comme elles le faisaient normalement lorsqu'il parlait avec le cœur. C'était Sébastien en mode négociation, calculé, contrôlé, convaincant. 22 ans, c'est long, dis-je calmement, faisant courir mon doigt le long du bord des papiers. Trop long pour rester dans quelque chose qui ne fonctionne pas, répondit-il. Nous nous sommes éloignés, nous voulons des choses différentes. Je remarquai qu'il se tenait près de la porte, maintenant sa distance, comme si je risquais de devenir hystérique ou de lancer quelque chose. Le Sébastien qui m'avait autrefois si bien connu n'avait maintenant aucune idée de qui j'étais. La vraie moi, celle qui planifiait méticuleusement pendant qu'il menait sa liaison, lui restait invisible. Le règlement est équitable, interjeta Maître Duval, poussant un document séparé vers moi. Monsieur Moreau est prêt à être tout à fait généreux. J'ai parcouru les termes en sirotant mon café. L'offre généreuse était tout sauf cela. La maison de plage sur la Côte d'Azur serait vendue, Sébastien gardant 70% du produit. La résidence principale, cette maison que j'avais décorée et entretenue pendant 2 décennies, serait entièrement la sienne, avec 60 jours pour que je déménage. Je recevrais un paiement unique qui équivalait à environ 3 ans du revenu déclaré par Sébastien. Le plus révélateur, c'est que je renoncerais à toute prétention sur ces entreprises, y compris les futurs gains provenant des investissements réalisés pendant notre mariage. Tu as aidé à établir Moreau Finance, dis-je, regardant directement Sébastien. J'ai mis ma carrière en suspens, j'ai travaillé sans salaire pendant 5 ans. Un éclair de malaise traversa son visage, rapidement remplacé par un détachement froid. C'était il y a longtemps, samedi. La croissance de l'entreprise au cours des 15 dernières années n'a rien eu à voir avec toi. Sauf que si. Je savais pour l'acquisition de Durand qui avait doublé leur part de marché, un accord qui s'était produit parce que j'avais sympathisé avec Madame Durand lors d'un gala de charité. Je savais pour le contrat gouvernemental obtenu après avoir passé des mois à coacher Sébastien pour sa présentation. Je savais pour les investisseurs initiaux qui étaient venus grâce aux relations de mon père. J'ai trouvé quelqu'un qui me rend heureuse, continua Sébastien, vérifiant sa montre. Sophie et moi. Votre assistante de direction, affirmai-je platement. Ses yeux se plissèrent légèrement. Sophie comprend les exigences de ma position. Elle partage ma vision de l'avenir. Ce qu'il voulait dire, c'était qu'elle avait 29 ans et qu'elle était impressionnée par sa richesse. Elle ne l'avait pas vu échouer ou douter de lui-même. Elle croyait à la mythologie de l'histoire de Sébastien Moreau, l'homme qui s'était fait tout seul, sans comprendre la réalité complexe et collaborative de la croissance réelle des entreprises. Elle est jeune, observai-je, gardant un ton neutre. Ce n'est pas une question d'âge, répliqua-t-il défensivement. C'est une question de connexion, de trouver quelqu'un qui voit le vrai moi. J'ai failli rire de l'ironie. Le vrai Sébastien avait disparu il y a des années, remplacé par cette personnalité soigneusement construite de succès d'entreprise. Il ne reconnaissait même pas à quel point il semblait répéter, prononçant des phrases que les hommes divorcés utilisaient depuis des générations. Maître Duval bougea inconfortablement, jetant un regard entre nous. Peut-être que Madame Moreau souhaiterait un délai pour examiner les documents avec son propre avocat? Cela ne sera pas nécessaire, répondis-je, tendant la main vers le stylo Montblanc que Sébastien m'avait offert pour notre 15e anniversaire. Je comprends parfaitement. Leur surprise était palpable. Ils s'attendaient à des larmes, des récriminations, peut-être des négociations. Ils s'étaient préparés à une scène. Au lieu de cela, j'ai signé chaque page avec un sourire exercé, le genre que j'avais perfectionné lors de centaines d'événements d'entreprise au fil des ans. Je te souhaite du bonheur, Sébastien, dis-je, le pensant plus qu'il ne pourrait jamais le comprendre. D'ici demain après-midi, son monde s'effondrerait comme un château de cartes. Maître Duval rassembla les documents, clairement déconcerté par ma coopération. Sébastien sembla simultanément soulagé et méfiant. Tu peux rester dans la maison jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui te convienne, offrit-il, un faible geste de générosité maintenant que je m'étais rendu si facilement. C'est gentil à toi. Je maintenais le contact visuel jusqu'à ce qu'il détourne le regard le premier. Après leur départ, je me suis versé une autre tasse de café et me suis accordé 10 minutes pour ressentir le chagrin, non pas pour avoir perdu Sébastien, mais pour les années que j'avais perdues à être Madame Moreau au lieu de Samantha. Puis, je me suis mis au travail. Cette nuit-là fut la dernière que je passerai dans notre lit. Le sommeil m'a fui alors que j'étalais des documents sur le bureau d'écriture antique de ma chambre, déclaration de revenus montrant des écarts inexplicables, relevés bancaires de comptes du Luxembourg,
registre d'entreprise avec des erreurs commodes qui avantageaient toujours Sébastien, preuves photographiques de paiement en espèces à des inspecteurs du bâtiment, emails discutant de pratiques comptables créatives qui franchissaient les limites éthiques et légales. Pendant 3 ans, j'avais rassemblé des preuves tout en faisant semblant de ne pas comprendre les complexités de la finance d'entreprise. Chaque fois que Sébastien me disait d'un ton condescendant de ne pas me soucier des affaires compliquées, j'ajoutais un autre document à ma collection. Chaque fois qu'il m'excluait de réunions auxquelles j'aurais dû assister, je trouvais une autre pièce du puzzle. À l'aube, mes yeux brûlaient, mais ma détermination était inébranlable. J'ai organisé le paquet final de preuves, chiffré les fichiers numériques et préparé l'email qui atterrirait dans la boîte de réception de la division des enquêtes criminelles de la DGFiP à très exactement 9 heures. J'ai inclus des détails précis sur 28 millions d'euros de déductions frauduleuses, de flux de revenus cachés et de fausses déclarations délibérées sur les déclarations de revenus sur 8 années consécutives. Alors que le soleil se levait, je me suis douché et habillé soigneusement, choisissant une simple robe bleue qui avait toujours été la préférée de Sébastien. Aujourd'hui marquait la fin de notre mariage, mais aussi le début de ma reconquête. Au coucher du soleil, Sébastien comprendrait le véritable coup de la sous-estimation de la femme qui était restée dans son ombre pendant 22 ans. Mon plan avait en fait commencé 3 mois plus tôt, bien avant que Sébastien ne présente ses papiers de divorce. Le lendemain de la découverte de sa liaison avec Sophie, j'ai conduit 50 km jusqu'à une bibliothèque publique dans un comté voisin. Je ne pouvais pas risquer d'utiliser notre ordinateur personnel ou mes appareils personnels. Sébastien avait insisté pour installer un logiciel de sécurité sur tout ce que nous possédions après un prétendu piratage informatique. La bibliothécaire âgée a à peine levé les yeux lorsque je me suis inscrite en utilisant mon nom de jeune fille. J'ai choisi un ordinateur dans le coin le plus éloigné, dos au mur, et j'ai créé une nouvelle adresse email. Générique, intraçable. Parfait. Ce premier jour, je n'ai téléchargé que 3 documents, des copies de déclarations de revenus de 2018 qui montraient des écarts clairs entre les revenus déclarés et les dépôts réels. Je devais être méthodique, prudente. Si cela devait fonctionner, les preuves devaient être irréfutables. Pendant les semaines qui suivirent, j'ai établi une routine. Les mardis et jeudis, Sébastien avait des réunions dîner régulières qui se terminaient systématiquement tard. Je lui ai dit que j'avais rejoint un club de lecture. Il était si désintéressé par mes activités qu'il ne m'a jamais posé de questions. Au lieu de discuter de littérature avec des femmes au foyer de banlieue, je passais ces soirées dans différentes bibliothèques du comté, construisant mon dossier pièce par pièce. Un mardi particulièrement pluvieux, j'étais assise dans ma voiture garée, les mains tremblantes, tandis que je composais un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. Claire Durand à l'appareil, répondit une voix rapide et professionnelle. Claire, c'est Samantha Moreau de l'Université de Lyon. Le silence momentané fut suivi d'une chaleur sincère. Sam. Oh mon Dieu, ça fait quoi, 5 ans depuis ta carte de Noël? Comment vas-tu? J'ai dégluti difficilement. J'ai besoin de conseils, Claire. Des conseils professionnels. C'est compliqué. Claire et moi avions été colocataires pendant 4 ans à l'université. Pendant que je suivais Sébastien dans ses entreprises, elle avait poursuivi une carrière en comptabilité légale, devenant finalement spécialiste au sein de la division des enquêtes criminelles de la DGFiP. Nous nous étions éloignés au fil des ans, en grande partie par ma faute, car je m'étais retiré de plus en plus dans le monde de Sébastien, mais nous avions maintenu un contact occasionnel. Cela semble sérieux, dit-elle, son ton changeant. Tu veux qu'on se voie? Nous avons arrangé de nous rencontrer dans un café en banlieue parisienne, à près d'1 heure de chez moi. Claire ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, coupe de cheveux pratique, chaussures confortables, yeux intelligents qui ne laissaient rien échapper. J'ai ressenti un pincement de regret d'avoir laissé cette amitié s'estomper. Avant que tu ne me dises quoi que ce soit, dit-elle après que nous ayons commandé du café, tu dois comprendre que je suis lié par certaines obligations professionnelles. Je sais, répondis-je. C'est pourquoi j'ai besoin de tes conseils. Hypothétiquement parlant, quelle est la procédure appropriée pour documenter une fraude fiscale potentielle sans s'impliquer soi-même? Ses sourcils se levèrent légèrement. Cette situation hypothétique impliquerait-elle quelqu'un de proche? Un conjoint, ma voix resta ferme. Un conjoint qui a systématiquement caché des revenus, créé de fausses dépenses professionnelles et transféré des fonds vers des comptes offshore pendant près d'une décennie. L'expression de Claire resta neutre, mais ses yeux s'adoucirent avec compréhension. L'exonération pour conjoint innocent existe pour une raison, samedi.
De nombreux partenaires ne savent sincèrement pas ce que leurs conjoints font financièrement. Et si ce conjoint a soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais n'a pas eu de preuve avant récemment? Elle sirota son café pensivement. Documente tout, à partir du moment de la découverte. Montre que tu as pris des mesures raisonnables une fois que tu en as pris conscience. La DGFiP fait la distinction entre l'aveuglement volontaire et l'ignorance sincère. Au cours de l'heure suivante, Claire, sans jamais me conseiller directement de dénoncer Sébastien, expliqua les dispositions relatives aux lanceurs d'alerte, les exigences de documentation et l'importance d'établir un calendrier clair. Elle ne demanda jamais de détails précis, maintenant une dénégation plausible, mais fournit exactement le cadre dont j'avais besoin. Quoi que tu décides, dit-elle en nous quittant, protège-toi d'abord. Cette conversation me donna la confiance nécessaire pour passer à l'étape suivante. J'ai contacté le professeur Leclerc, qui m'avait enseigné le droit des affaires pendant mon bref passage en faculté de droit, avant que j'abandonne pour aider Sébastien à lancer son entreprise. Maintenant semi-retraité, Leclerc accepta de me rencontrer pour déjeuner, curieux de revoir l'étudiante qui avait montré tant de potentiel avant de disparaître du programme. L'exonération pour conjoint innocent n'est pas automatique, expliqua-t-il après avoir entendu ma situation hypothétique. Vous devrez démontrer que vous n'aviez aucune connaissance réelle ou raison de savoir concernant les sous-estimations sur la déclaration. Même si nous avons déposé une déclaration conjointe, demandai-je. Surtout dans ce cas, répondit-il, mais une norme de raisonnabilité s'applique. La DGFiP prend en compte le niveau d'éducation, les conditions financières et s'il y a eu des dépenses somptueuses ou inhabituelles par rapport à votre style de vie normal. Il m'étudia par-dessus ses lunettes. Votre formation en commerce et en comptabilité pourrait jouer contre vous, mais votre exclusion progressive des affaires de l'entreprise est de votre dossier. Avec les conseils de Claire et du professeur Leclerc, j'ai affiné mon approche. J'ai commencé à séparer méthodiquement mes finances de celles de Sébastien sans éveiller les soupçons. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une coopérative de crédit en utilisant mon nom de jeune fille et y ai progressivement transféré de petites sommes provenant de mon compte d'allocation personnelle. J'ai documenté chaque fois que Sébastien refusait de discuter des finances de l'entreprise avec moi, notant les dates et les phrases exactes dans un journal que je gardais enfermé dans ma voiture. Pendant ce temps, je continuais à rassembler des preuves. La négligence de Sébastien augmentait à mesure que sa relation avec Sophie s'intensifiait. Il laissait des états financiers dans son bureau à domicile, oubliait de verrouiller son ordinateur et discutait parfois de pratiques commerciales douteuses au haut-parleur, ignorant que j'étais à portée d'oreille. Chaque dérapage fournissait une nouvelle pièce pour mon dossier grandissant. La partie la plus délicate était de maintenir notre routine tout en me préparant silencieusement à son effondrement. Je continuais à cuisiner les plats préférés de Sébastien, maintenais notre calendrier social et jouais le rôle de l'épouse dévouée lors des événements de l'entreprise. J'ai même enduré la présence de Sophie au pique-nique annuel de l'entreprise, souriant poliment pendant qu'elle se tenait trop près de mon mari, sa main touchant nonchalamment son bras alors qu'il riait de blagues privées. Le matin après avoir signé les papiers de divorce, j'ai fait mes dernières préparations. J'ai conduit jusqu'à un petit cybercafé 3 villes plus loin, j'ai payé en espèces pour 1 heure d'utilisation d'ordinateur et j'ai téléchargé le dossier complet sur le portail sécurisé de la DGFiP. 8 ans de fraude fiscale, plusieurs sociétés écrans, comptes cachés au Luxembourg et en Suisse, notes de frais falsifiées, transactions en espèces conçues pour éviter les exigences de déclaration, propriétés achetées par le biais de SARL anonymes. Les preuves étaient accablantes, 28 millions d'euros d'activités frauduleuses, soigneusement documentées et annotées. J'ai inclus un calendrier détaillé montrant les efforts systématiques de Sébastien pour me dissimuler ses actions, ainsi que la documentation de mon exclusion progressive des affaires de l'entreprise. J'ai déposé une demande d'exonération pour conjoint innocent simultanément par un canal séparé, suivant les conseils de Claire pour me protéger. En appuyant sur envoyer pour le tuyau anonyme, je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement un sentiment de vide et d'accomplissement. Il ne s'agissait pas de vengeance, pas entièrement. Il s'agissait de justice, de conséquences, de récupérer une petite mesure de dignité auprès d'un homme qui m'avait jeté après 22 ans comme si je n'étais rien. 3 heures plus tard, Sébastien m'envoya un SMS pour me dire qu'il avait déménagé le reste de ses affaires essentielles dans son appartement temporaire. Nous savions tous deux qu'il parlait de chez Sophie. Il demanda si j'avais besoin de quelque chose avant qu'il ne laisse les clés. Je répondis par un seul mot, non. Le matin venu, son monde changerait pour toujours. L'ironie ne m'échappa pas, après des années à rejeter mon sens des affaires, ce serait ma documentation méticuleuse qui ferait tomber son empire.
La femme qu'il avait sous-estimée serait l'architecte de sa chute. J'ai dormi étonnamment bien cette nuit-là, mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Lorsque mon réveil a sonné à 6h30, je me suis levé résolument, vêtu d'un simple tailleur gris, professionnel mais discret, et j'ai conduit vers le centre-ville. Le bureau de Sébastien occupait les 3 derniers étages de la tour Lafayette, une structure de verre étincelante qui dominait l'horizon. Je me suis garé dans le parking public à 2 pâtés de maison de là et j'ai marché jusqu'au café de Sophie, qui offrait une vue parfaite sur l'entrée de l'immeuble. L'habituel, Madame Moreau, demanda Sophie elle-même, une femme d'une 60aine d'années qui servait les professionnels du centre-ville depuis des décennies. Juste Samantha aujourd'hui, répondis-je avec un sourire sincère, et oui, l'habituel. J'ai pris une place près de la fenêtre et siroté mon café au lait, observant la cohue matinale des employés entrant dans l'immeuble. Sébastien arriverait précisément à 8h15, comme il le faisait depuis 20 ans, assez tôt pour paraître dévoué, mais assez tard pour faire une entrée. Son équipe de direction serait déjà là, préparant la réunion de 8h30 qui commençait chaque jour. À 9h47, bien plus vite que je ne l'avais prévu, 3 berlines banalisées se sont garées au trottoir. 8 hommes et femmes en costume en sont sortis, portant des mallettes et des boîtes de documents. Malgré leur apparence décontractée, quelque chose dans leurs mouvements synchronisés criait « agents fédéraux ». 2 policiers en uniforme les accompagnaient, restant près de l'entrée tandis que les autres s'avançaient à l'intérieur. Mon téléphone a vibré à 9h52. Sébastien. Je l'ai mis en silencieux et j'ai continué à observer. À travers l'énorme hall vitré, je pouvais voir la sécurité essayer de contacter quelqu'un à l'étage. D'autres appels sont arrivés, Sébastien encore, puis son assistante Isabelle, puis le conseiller juridique de l'entreprise. Je les ai tous laissés sur messagerie vocale. À 10h14, j'ai vu Sébastien lui-même sortir de l'ascenseur dans le hall, son visage déformé par la panique alors qu'il confrontait les agents bloquant la sortie. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais lire son langage corporel, la gestuelle agressive, l'indignation pleine de droit, le dégonflement progressif alors que la réalité s'installait. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Sébastien était tendue d'une fureur à peine contenue. La DGFiP et la PJ sont ici avec des mandats de perquisition. Ils saisissent les ordinateurs et les dossiers. Ils interrogent mon personnel. Ça a l'air sérieux, répondis-je calmement. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils prétendent à de la fraude fiscale, des violations des lois sur les valeurs mobilières et du blanchiment d'argent. C'est n'importe quoi. Quelqu'un a fait de fausses accusations. Sa respiration était erratique. J'ai besoin que tu descendes ici. Il pose des questions sur nos finances communes. Je suis plutôt occupé aujourd'hui, Sébastien. Les papiers de divorce étaient assez clairs sur notre séparation. Ce n'est pas une question de divorce, cria-t-il, puis baissa immédiatement la voix. Sam, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. 17 ans à construire cette entreprise, je ne peux pas tout perdre. Le désespoir dans sa voix aurait pu m'émouvoir autrefois. Maintenant, cela ressemblait à une justice différée. J'ai un rendez-vous à 11h, dis-je sincèrement. Je verrai ce que je peux faire après. Mon rendez-vous était bien à 11h, avec l'agent spécial Martin au bâtiment fédéral, à 6 pâtés de maison de là. Après un appel informel ce matin la confirmant réception de mon dépôt de dénonciation, il avait demandé un entretien en personne pour discuter de ma demande d'exonération pour conjoint innocent. L'agent Martin était plus jeune que je ne l'attendais, peut-être 40 ans, avec des yeux gentils qui contrastaient avec son questionnement précis et méthodique. Après avoir établi que notre conversation était enregistrée, il m'a guidé à travers mon histoire avec Moreau Finance. Quand avez-vous commencé à soupçonner des irrégularités financières, Madame Moreau? J'ai décrit mon exclusion progressive des affaires de l'entreprise, le style de vie qui dépassait nos revenus déclarés, les appels étranges et les documents cachés. Et pourquoi n'avez-vous pas signalé ces soupçons plus tôt? C'était la question cruciale, celle qui déterminerait si j'étais une conjointe innocente ou une partenaire complice. J'avais des soupçons, pas des preuves, expliquai-je. Sébastien me disait que les affaires étaient trop complexes pour que je comprenne. Après des années à entendre cela, j'ai commencé à le croire. J'ai montré à l'agent Martin le journal documentant les cas spécifiques où Sébastien refusait de discuter des finances, les échanges de mails où il éludait mes questions, les comptes séparés auxquels je n'avais pas accès. Vous avez un diplôme en commerce, nota l'agent Martin. Vous avez aidé à démarrer l'entreprise. Oui,
Mais Sébastien m'a systématiquement écarté une fois que nous avons pu embaucher des employés. Il contrôlait toutes les informations financières. Lorsque nous déclarions les impôts, il me présentait les pages de signature, pas les déclarations complètes. À la fin de notre entretien de 2 heures, l'agent Martin semblait satisfait de ma coopération, bien qu'il maintint une neutralité professionnelle concernant ma demande d'exonération pour conjoint innocent. Nous devrons nous reparler, dit-il alors que nous concluions. En attendant, veuillez ne discuter de cette investigation avec personne, surtout pas avec votre mari. En quittant le bâtiment fédéral, mon téléphone affichait 27 appels manqués de Sébastien, ainsi que des dizaines de messages textes allant de suppliants à menaçants. J'ai fait défiler l'écran en étant assise dans ma voiture. Appelle-moi immédiatement. C'est un malentendu. Je peux expliquer. J'ai besoin que tu leur dises que tu gérais les comptes du ménage. S'ils gèlent nos avoirs, nous n'aurons plus rien, ni l'un ni l'autre. Je jure que je ferai de ce divorce un enfer si tu ne m'aides pas. Le dernier message, envoyé seulement 15 minutes plus tôt, me glaça le sang. Tu as fait ça, n'est-ce pas? C'est ta vengeance. Je n'ai répondu à aucun d'eux. 2 jours plus tard, l'agent Martin appela pour demander une autre réunion. Cette fois, il n'était pas seul. L'agent spécial Dupont de l'autorité des marchés financiers, AMF, se joignit à nous, ainsi qu'un substitut du procureur de la République nommé Garnier. Madame Moreau, nous avons fait des découvertes importantes depuis notre dernière conversation, commença l'agent Martin, son ton plus formel avec les autres présents. Nous pensons que vous devez en être informé, car elles pourraient impacter votre situation financière. L'agent Dupont ouvrit un dossier. Nous avons déterminé que Sophie Dubois n'était pas seulement impliquée romantiquement avec votre mari, elle semble avoir été une participante active dans la manipulation des registres financiers. Ils me montrèrent des emails entre Sébastien et Sophie discutant de solutions comptables créatives datant de 3 ans, presque dès son arrivée dans l'entreprise. Dans un échange particulièrement accablant, Sébastien donnait l'instruction à Sophie de s'assurer que Sam ne voit jamais ses comptes, avec sa réponse promettant une discrétion totale. Mademoiselle Dubois a reçu des primes substantielles liées aux périodes de manipulation financière les plus importantes, ajouta le substitut Garnier. Elle a également reçu des cadeaux aux bijoux, une voiture, un acompte pour son appartement qui correspondent à des cas spécifiques de rapports frauduleux. La trahison n'aurait pas dû faire mal. J'avais déjà découvert l'infidélité de Sébastien, déjà signé les papiers de divorce. Mais quelque chose, en voyant leur conspiration mise à nu, rouvrit des blessures que je croyais cicatrisées. Puis vint le véritable choc. La découverte la plus préoccupante, continua l'agent Martin, concerne le fonds de pension des employés. Il expliqua que Sébastien avait détourné environ 4,3 millions d'euros des comptes de retraite des employés de l'entreprise, remplaçant les investissements appropriés par des parts essentiellement sans valeur dans ces sociétés écrans. Des dizaines d'employés fidèles, des gens que je connaissais, des gens qui avaient assisté à nos fêtes de fin d'année et qui avaient fait confiance à Sébastien pour leur avenir, auraient découvert leurs économies de retraite décimées lorsqu'ils en auraient eu le plus besoin. L'entreprise avait un programme d'abondement, murmurai-je. Les gens ont mis leurs économies de toute une vie dans ces comptes. Oui, confirma l'agent Dupont. Et il semble que ces détournements aient commencé peu après que mademoiselle Dubois a repris l'administration des avantages sociaux, il y a 3 ans. L'énormité de la trahison de Sébastien me frappa enfin, non seulement sa trahison envers moi, mais envers tous ceux qui lui avaient fait confiance, les employés fidèles qui avaient travaillé des nuits et des week-ends pour l'aider à réaliser son rêve, les clients qui avaient mis foi en ses conseils financiers, mes parents qui avaient investi leur fonds de retraite dans sa première entreprise. À ma grande honte, j'ai éclaté en sanglots devant les 3 agents fédéraux au pas de larmes délicates, mais des sanglots rauques et qui venaient de quelque part de profond et blessés. Je suis désolé, parvins-je à dire entre 2 sanglots. Je savais qu'il fraudait le gouvernement, mais je n'ai jamais imaginé qu'il volerait ses propres employés. L'agent Dupont me tendit silencieusement une boîte de mouchoirs tandis que l'agent Martin me versait un verre d'eau. Ils attendirent patiemment que je retrouve mon calme. Madame Moreau, dit doucement le substitut Garnier quand je fus apaisé. Votre coopération et votre documentation ont été inestimables. D'après tout ce que nous avons vu, je soutiendrai votre demande d'exonération pour conjoint innocent. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, Sébastien appela à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Ils disent que j'ai volé dans le fonds de pension, dit-il sans préambule, la voix creuse. Ils gèlent tout. Ils ont pris mon passeport. Je suis restée silencieuse, laissant la gravité de sa situation s'installer. Tu savais, demanda-t-il finalement.
pour le dénonciateur. Au revoir, Sébastien, dis-je doucement et mis fin à l'appel. La justice, je le découvrais, ne ressemblait pas à un triomphe. Elle ressemblait à un deuil, pour l'homme que je croyais avoir épousé, pour les années que j'avais perdues, et pour l'innocence prise dans les feux croisés de sa cupidité. Les semaines suivant l'arrestation de Sébastien passèrent dans un flou de réunions juridiques et de paperasse. Ma demande d'exonération pour conjoint innocent avançait avec une efficacité surprenante, renforcée par le soutien de l'agent Martin et la montagne de preuves que j'avais fournies. La DGFiP et l'AMF avaient gelé la plupart de nos biens communs, mais mon avocate obtint une allocation d'urgence pour les frais de subsistance qui me donna un répit pour planifier mes prochaines étapes. J'ai quitté notre vaste maison de banlieue sans regret, ne prenant que mes effets personnels et les objets de famille. Les meubles design, les œuvres d'art choisies pour impressionner les clients de Sébastien, les gadgets de cuisine que je n'avais jamais utilisés, j'ai tout laissé derrière moi, me débarrassant des oripeaux d'une vie qui m'avait lentement étouffé. Ma résidence temporaire était une modeste suite d'hôtel en centre-ville, payée avec le petit fonds d'urgence que j'avais constitué pendant ces mois de préparation. Chaque matin, j'allais à pied dans un café voisin, commandais un café et faisais des listes de ce que je devais faire pour reconstruire ma vie à 53 ans. Un mardi particulièrement ensoleillé, je me suis retrouvé à fixer les coordonnées de Martin Bernard, mon ancien superviseur chez Cabinet Bernard et Associés, où j'avais travaillé avant de partir pour aider Sébastien à démarrer son entreprise. Sur un coup de tête, j'ai composé le numéro, m'attendant à joindre son assistante ou peut-être à apprendre qu'il avait pris sa retraite. Bernard à l'appareil, répondit la voix bourrue familière. Martin, c'est Samantha Moreau. Eh bien, je redeviendrai Samantha Lefebvre bientôt. Sam. La surprise dans sa voix se transforma rapidement en chaleur. J'ai suivi les nouvelles concernant Moreau Finance. Une affaire terrible. Tu vas bien? Cette simple question, pleine d'une inquiétude sincère, faillit me briser. Pour 22 ans, Sébastien m'avait demandé comment j'allais seulement comme préambule pour parler de lui-même. Je trouve mon chemin, répondis-je honnêtement. En fait, je me demandais si tu aurais le temps pour un café. J'aurais besoin de quelques conseils professionnels. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans les bureaux de son cabinet. Martin avait bien vieilli, ses cheveux maintenant argentés, mais sa poignée de main toujours ferme, son esprit toujours vif. Il écouta attentivement tandis que je lui exposais ma situation, hochant la tête de temps en temps mais réservant son jugement. Donc, conclus-je, je dois redémarrer ma carrière après un détour de 22 ans. Des suggestions? Martin se pencha en arrière dans sa chaise. En fait, nous avons une situation intéressante ici. Notre division de conformité et de détection de fraude a considérablement grandi. Nous recherchons quelqu'un avec une perspective unique, quelqu'un qui comprend comment ces stratagèmes fonctionnent de l'intérieur. Vous m'offrez un poste, demandai-je, sidéré. Je suggère une conversation avec le chef de notre département, clarifia-t-il. Votre expérience, tant professionnelle que personnelle, serait inestimable. De plus, vous avez toujours eu un don pour repérer les irrégularités dans les états financiers. 2 entretiens plus tard, j'étais de nouveau employé pour la première fois en plus de 2 décennies, avec mon propre bureau et une équipe qui respectait mes analyses. L'ironie ne m'échappa pas, les crimes financiers de Sébastien avaient involontairement relancé la carrière que j'avais abandonnée pour lui. Alors que ma vie professionnelle se stabilisait, j'ai fait face à un autre défi, la comparution de Sébastien. Mon avocate m'avait conseillé que ma présence n'était pas requise, mais après mûre réflexion, j'ai décidé d'y assister, non par vengeance ou satisfaction, mais pour la clôture dont j'avais besoin pour avancer pleinement. Le tribunal fédéral était imposant, tout en marbre et acajou, conçu pour intimider par sa grandeur. Je me suis assise au dernier rang, portant une simple robe bleu marine, sans maquillage, mon alliance ostensiblement absente. Sébastien entra avec son avocat, les épaules voûtées dans un costume mal ajusté qui avait autrefois été taillé à la perfection. Fini les lunettes de marque et la démarche assurée. Il semblait plus âgé, diminué en quelque sorte, balayant la salle d'audience d'un regard nerveux. Quand il me spotta, il s'est figé momentanément. Quelque chose a traversé son visage, pas de la colère comme je m'y attendais, mais une profonde tristesse teintée de ce qui semblait être un regret sincère. Pour la première fois depuis des années, il m'a vraiment vu, non pas comme une extension de lui-même ou un système de soutien pratique, mais comme Samantha, une personne à part entière qu'il avait progressivement effacée. Il a hoché légèrement la tête en signe de reconnaissance. J'ai rendu le geste, mais suis resté inexpressive.
Nous n'avions plus rien à nous dire. Les procédures furent brèves et formelles. Sébastien plaida non coupable à 17 chefs d'accusation fédéraux, dont l'évasion fiscale, la fraude électronique et le vol de fonds de régime de retraite des employés. Le juge refusa la libération sous caution compte tenu de la gravité des charges et du risque de fuite. Alors qu'ils emmenaient Sébastien, il jeta un dernier regard en arrière vers moi, un regard qui semblait dire à la fois « Je suis désolé » et « Comment en sommes-nous arrivés là ?» J'ai quitté le tribunal en me sentant plus légère, comme si j'avais déposé un lourd fardeau que je n'avais pas réalisé porter encore. 2 mois plus tard, j'ai signé le bail d'un appartement en centre-ville, une unité d'angle au 12e étage avec des fenêtres du sol au plafond qui baignaient l'espace de lumière naturelle. Il était moins d'un quart de la taille de notre ancienne maison, mais semblait infiniment plus confortable. Je l'ai meublé simplement avec des pièces que j'aimais, plutôt qu'avec des objets choisis pour impressionner les autres. Mes livres, négligés pendant des années alors que je me concentrais sur les intérêts de Sébastien, remplissaient à nouveau les étagères. La courte pointe de ma grand-mère ornait mon lit, ma collection de vers de mer, ramassée lors de vacances que Sébastien était toujours trop occupé pour apprécier avec moi, était exposée dans un bol près de la fenêtre. La lettre de la DGFiP arriva 6 mois après l'arrestation de Sébastien. À ce moment-là, il avait accepté un accord de plaidoyer, admettant des chefs d'accusation réduits en échange de sa coopération contre d'autres personnes impliquées dans des stratagèmes connexes. Sophie avait également conclu un accord, fournissant des preuves contre Sébastien pour minimiser sa propre peine. J'ouvris l'enveloppe d'une main ferme. La récompense de dénonciateur était substantielle, 15% des fonds récupérés, soit un peu plus de 4,2 millions d'euros. La validation était agréable, mais l'argent lui-même semblait presque accessoire. J'avais déjà récupéré quelque chose de bien plus précieux, mon indépendance, mon identité, mon avenir. Ce soir-là, j'ai appelé Claire, ma colocataire d'université, celle qui m'avait donné ses conseils initiaux cruciaux. J'ai besoin de faire quelque chose de significatif avec cet argent, lui dis-je. Quelque chose qui compte. 2 semaines plus tard, j'ai déposé les documents nécessaires pour établir la Fondation Nouveau Départ, dédiée au soutien des femmes reconstruisant leur vie après un divorce et des abus financiers. La Fondation fournirait des subventions d'urgence, une assistance juridique, des conseils d'orientation professionnelle et une éducation financière aux toutes les ressources que j'aurais aimé avoir pendant ces premiers jours terribles après l'effondrement de mon mariage. Lors de la première réunion du conseil d'administration de la Fondation, j'ai partagé ma vision avec le groupe diversifié de professionnels que j'avais réunis, avocats, conseillers financiers, thérapeutes et organisateurs communautaires. Beaucoup de femmes restent dans de mauvaises situations parce qu'elles ne voient pas d'issue financière, expliquai-je. Nous allons changer cela. Alors que le printemps arrivait, je me suis installé dans mes nouvelles routines. Les matins au cabinet comptable, analysant des états financiers et formant le personnel plus jeune à reconnaître les signes avant-coureurs de fraude. Les après-midi à la Fondation, examinant les demandes de subventions et développant des programmes. Les soirées sur mon petit balcon, regardant les lumières de la ville apparaître à la tombée de la nuit, souvent avec un livre à la main, un simple plaisir redécouvert. J'ai croisé Isabelle, l'ancienne assistante de Sébastien, dans un café près de mon bureau. Après un échange initialement maladroit, elle m'a remercié. Les employés ont récupéré la plupart de leurs fonds de pension grâce à vous, dit-elle doucement. Personne ne vous blâme pour ce qui est arrivé. Ces mots ont guéri quelque chose en moi que je n'avais pas réalisé être encore blessé. Je n'avais pas seulement pris ma revanche sur Sébastien, j'avais involontairement protégé des personnes qui auraient été dévastées par ses actions. À l'occasion du premier anniversaire de la signature de ses papiers de divorce, j'ai organisé un petit dîner dans mon appartement, mes premiers invités dans ma nouvelle home. Claire était là, ainsi que Martin, ma sœur de Marseille et 2 nouvelles amies de la Fondation. Alors que nous levions nos verres pour un toast, j'ai réalisé avec une clarté saisissante que je ne me contentais pas de survivre après Sébastien, j'épanouissais. La vie que j'avais reconstruite sur les cendres de mon mariage n'était pas un prix de consolation, c'était la vie que j'aurais dû avoir depuis toujours.